Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le vendredi 31 mai et voici les titres qui seront développés dans cette édition. Nous irons au salon Top Marque au Grimaldi Forum où nous vous présenterons des supercars d'exception. Nous vous ferons découvrir le nouveau pôle sucré sous le One Monte Carlo. C'est ici que sont confectionnées l'ensemble des viennoiseries-pâtisseries des établissements de la SBM. La mission pour la transition énergétique vient d'organiser une opération de sensibilisation environnementale dans la galerie du centre commercial de Fontvieille. Nous reviendrons également sur la 28e édition des Jeux athlétiques scolaires qui s'est déroulée au stade Louis II. Et enfin, notre invité du week-end aujourd'hui, le capitaine de la Roca Team à Marassi. Et nous allons parler des playoffs du championnat de France de basket. C'est parti pour la 16e édition de Top Marque. Le salon a ouvert ses portes ce jeudi et ce jusqu'à dimanche. Le souverain était présent pour l'événement. Il a ainsi pu découvrir de nombreuses supercars présentées en avant-première. Voyez ce reportage de Vanessa Dessy. 7 supercars dévoilés en avant-première mondiale ce jeudi à l'occasion de la 16e édition du Top Marque. Voici tout d'abord Zaccaria, doté d'un V12 de 700 chevaux pour seulement 850 kg. Elle est la première F1 homologuée sur la route. Kant 48 volts incarne quant à elle véritablement les innovations de demain, avec des batteries à flux utilisant 2 électrolytes liquides. Et enfin, annoncé à Genève, McLaren Grand Tourer a été dévoilé en exclusivité en principauté. C'est un modèle très différent dans la gamme. Il ouvre justement une voie vers le design, l'élégance, qui ne sont pas forcément les codes esthétiques de la marque au départ. On est connu pour notre châssis en carbone, pour nos performances. Et là, on va y ajouter, en agrandissant la voiture, par exemple 570 litres de coffre, ce qui fait une offre, je ne connais pas d'équivalent sur le marché. On est toujours best in class, comme on dit, c'est-à-dire que par rapport, on va faire référence à des grands classiques comme une Porsche Turbo S. Sur un 0 à 200, on va être plus rapide qu'une Turbo S. Shelby est plus connu pour y être associé à la Ford Mustang, mais l'histoire remonte à 1962 avec la toute première Cobra. C'est cette légende que la firme propose de faire revivre aujourd'hui au volant d'une des héritières directes de cette fabuleuse lignée. On a 2 modèles un peu mythiques de l'histoire de Shelby. D'une part, celle-ci, la Cobra 427, la Shelby Cobra 427 avec un gros moteur de 7 litres de cylindrée. Puis on a également amené une GT40 Mark I parce qu'il faut savoir que Ford, à l'époque, en 1966, pour gagner le Mans en 1966, avait demandé à Carroll Shelby de s'occuper de la préparation des voitures. Toutes fabriquées main à l'unité, oui. Encore actuellement, donc ce ne sont pas des répliques, ce sont ce qu'on appelle des continuations. Donc elles sont faites comme à l'identique, comme dans les années 60. Mais le salon Top Marque, c'est aussi des montres, des vélos et des bateaux à découvrir jusqu'à dimanche au Grimaldi Forum. Nous allons vous présenter dans ce prochain reportage une partie des sous-sols du One Monte Carlo. C'est là que sont préparés chaque jour tout ce qui est viennoiserie et pâtisserie en ce qui concerne la SBM. Reportage. On ne le voit pas de l'extérieur et pourtant il fournit de ses innombrables douceurs tous les établissements de la SBM. Le pôle sucré, un nom qui fait déjà saliver. Une nouveauté depuis le 6 mai dernier, 800 mètres carrés sous les boutiques du One Monte Carlo. C'est là qu'est rassemblé l'ensemble de la production de la SBM en termes de boulangerie, de viennoiserie et de pâtisserie sous la houlette du chef Philippe Joannès et de 3 de ses mousquetaires. Thomas Subrin, meilleur ouvrier de France pour la partie boulangerie-viennoiserie, Cédric Campanella pour la partie pâtisserie et un chef qui coordonne l'ensemble du pôle sucré, Ken Thomas. Ce sont près de 70 personnes qui s'activent dans les différentes pièces avec un roulement de 3 services différents. Les fourneaux fonctionnent de 22h à 20h le lendemain. L'objectif de ce pôle sucré, c'est d'accompagner les chefs des hôtels de la SBM de façon à pouvoir fabriquer des recettes à façon leurs recettes et puis pouvoir être autonome sur notre partie boulangerie, viennoiserie, petits fours, chocolat, mais aussi des petits produits salés, des choses comme ça. Le pôle sucré en quelques chiffres, c'est en moyenne 300 kg de farine par jour, un chiffre qui pendant la période du Grand Prix augmente largement. Pendant cette période, ce sont 14 500 pièces qui ont été distribuées chaque jour, uniquement pour la partie boulangerie, viennoiserie. Toujours pendant le Grand Prix, le service pâtisserie a par exemple fourni 15 000 milliardises et 5 000 macarons quotidiennement. En termes de qualité, on attache beaucoup d'importance à notre matière première. Donc aujourd'hui, notre croissant est un croissant peut-être
traditionnel, en tout cas pour le classique, mais on utilise un bon beurre. On va faire des petits pains au chocolat de tailles différentes pour les chefs ou pour certains clients qui veulent plutôt de la grosse pièce ou de la petite. On va faire un petit pain aux noisettes, on va faire des brioches, différentes brioches. Ça représente environ 150 variétés de produits que sur la partie boulangerie, viennoiserie. Et sur la partie pâtisserie, on a à peu près 300 références aujourd'hui, de façon à pouvoir contenter l'ensemble de nos clients internes, les chefs, mais aussi nos clients hôtels. Tout est produit de A à Z dans le pôle sucré de la SBM, boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, mais aussi les glaces ou les sorbets, avec là encore des produits de qualité comme le lait frais venant des montagnes du Piémont, ces noisettes du Piémont également, ce caviar de vanille, ces pistaches d'Iran ou encore ces fraises de Carrosse. Quelques parfums pour finir et qui devraient sévir cet été, le sorbet Morito ou encore la glace au popcorn. Nous vous parlons régulièrement des actions menées par la mission pour la transition énergétique. Eh bien, les équipes de la MTE étaient il y a peu au centre commercial de Fontvieille pour une opération de sensibilisation. Reportage de Sandrine Nègre et Lionel Bernardi. Communiquer pour mieux faire comprendre les enjeux liés à la transition énergétique. Ce 29 mai, dans le quartier de Fontvieille, les résidents, salariés et plus largement les clients de ces commerces ont pu d'une manière pédagogique en savoir plus sur les actions que l'on peut mener au quotidien afin de contribuer à un avenir plus vert. Là, derrière moi, vous avez plusieurs stands. Vous avez un stand par gros secteur émetteur de gaz à effet de serre. Ce sont les déchets, la mobilité et l'énergie dans le bâtiment. Il y a également un stand qui est réservé à la qualité de vie. Parce qu'il est très important, on entend beaucoup parler de la qualité de vie, de la circulation, de choses qui ne vont pas. Et on voudrait, en dehors de tout ce que l'on peut concocter en interne, dans l'administration, avec tous les services concernés, essayer d'être au plus près des gens et de savoir exactement, parce que tous n'ont pas la même perception de la qualité de vie, ce qu'ils attendent de nous pour essayer d'y répondre le plus précisément possible, établir un diagnostic vrai et essayer de trouver avec eux des solutions. Et au bout de quelques minutes à peine, le constat est clair, le public quitte cet espace avec des informations pratiques en tête. Plusieurs, bien sûr, ont aussi profité de l'instant pour signer le fameux pacte. On a fait le choix effectivement d'aller à la rencontre des résidents, des habitants. Donc là, on est dans un coin stratégique de passage à la principauté. J'espère que ce n'est pas que du passage et que les gens vont vraiment faire un peu l'effort de prendre le temps de s'arrêter, parce que la pédagogie autour de la transition énergétique, elle nécessite un petit peu de temps pour que chacun comprenne son propre impact et surtout les solutions pour agir, ce qui est vraiment l'objet de ces stands qui sont proposés aujourd'hui. Ensuite, on ira dans chacun des quartiers, on sera au Larboto, on sera devant le musée, on sera sur le Rocher. Voilà. L'idée, c'est vraiment, vous trouvez toutes ces dates sur le site transitionénergétique.gouv.mc, bien sûr. Et chacune de ces dates est là pour aller à la rencontre des résidents de ces quartiers, pour leur apporter aussi parfois des solutions qui sont plus spécifiques à leur quartier. 4 ou 25 juin, puis 6 ou 20 juillet, effectivement, les rendez-vous seront nombreux pour vous permettre de choisir celui qui se rapproche le plus de votre lieu d'habitation. Avis aux parents qui amènent fréquemment leurs enfants au parc Princesse Antoinette. La mission pour la transition énergétique y sera présente le 19 juin. Le Stade Louis II a accueilli en milieu de semaine près de 350 élèves venant des classes de 7e de la Principauté pour la 28e édition des Jeux athlétiques scolaires. Alexandra Pani les a suivis tout au long de cette matinée. Reportage. Cette matinée se veut être une grande fête du sport, moment convivial pour réunir les 350 élèves des classes de 7e de la Principauté. Au programme 50 mètres, 600 mètres, saut en longueur et en hauteur. Et pour le final, un relais mixte sur 400 mètres. Une 28e édition qui s'est déroulée sous un grand ciel bleu et non sans émotion, car il s'agissait de la dernière pour ses instigatrices, Elisabeth Veuillet et Joëlle Bini, qui passent à présent le relais. C'est vrai que ça fait très longtemps, même je pense qu'on a dépassé les 30 ans, puisqu'il y a des années où le stade était en travaux, donc ça n'a pas eu lieu. Donc il y a une forme de routine qui s'est installée, donc pour nous c'est bien plus facile. Et puis il y a une grosse, les enseignants s'investissent énormément, l'éducation nationale, l'athlétisme. Donc tout ça fait que ça se passe, comme vous le voyez, très bien. On le voit plus comme une fête, nous, parce qu'ils vont passer au collège. Donc on voulait une
manifestation qui rassemble le plus d'enfants. L'athlétisme, c'est quand même le plus simple à organiser. Donc pour eux, il faut qu'ils voient ça comme une fête. On n'arrête pas de leur dire, faites-vous plaisir. Après, au collège, c'est différent, vous grandissez. Donc là, pédagogiquement parlant, c'est une fête. Chaque école avait son code couleur, on donne de la voix pour s'encourager, toujours dans la bonne humeur. Ça me plaît beaucoup parce que il y a 2 ans j'ai fait de l'athlétisme et c'était ma pratique préférée. Et là j'ai pris ça parce que j'aime bien sauter déjà. Et j'avais 2 possibilités, soit c'était 600 mètres et soit en longueur, et j'avais 600 mètres et j'étais pas très content. Et du coup il y avait un copain qui avait à 100 en longueur et il était pas très content, du coup on a inversé. L'important est bel et bien de participer et de se faire plaisir sous ce soleil radieux, même si les enfants sont très impliqués et veulent souvent donner le meilleur d'eux-mêmes. Je suis 50 mètres et je stresse un peu. Je sais pas si je vais gagner ou pas. J'aime bien sauter et j'aime bien qu'il y a des niveaux plus hauts à faire. Et c'est difficile, non, comme épreuve? Un peu. Et vous le faites à l'école, en fait, ici, vous avez quoi? Des épreuves que vous avez quand même pu faire tout au long de l'année? Comment ça se passe? On a plusieurs cycles, par exemple on a le cycle gym, boule, et là on avait le cycle athlétisme, et on s'est entraîné en saut en hauteur, et d'autres en relais et en saut en longueur. Alors moi, j'avais choisi en première option 600 mètres et saut en hauteur, mais je suis en saut en longueur. C'est parce qu'en fait, il fait tes performances, et il faut qu'il y ait au moins un garçon de chaque classe qui a une épreuve. Et donc moi, comme il n'y avait personne qui avait fait saut en longueur et j'avais fait la meilleure performance, on m'a mis saut en longueur. Là, je fais l'épreuve du saut en longueur. Et en fait, il faut courir, puis après il faut prendre un appui et il faut sauter le plus loin possible dans le sable. Les prix ont été remis en fin de matinée, pas de perdants lors de cette journée puisque tous seront repartis avec de beaux souvenirs de cette journée de partage. Un joli moment pour conclure l'année pour ces élèves de 7e, enfin prêts avant leur arrivée au collège à la rentrée prochaine. Et depuis quelques années, le comité monégasque antidopage propose un atelier de sensibilisation pour les élèves de 7e. On écoute son président, Philippe Oringo. Alors, le comité monégasque antidopage est l'organisation nationale de lutte contre le dopage. À cet égard, il a plusieurs missions, celle de la recherche, de l'établissement, du contrôle, de la sanction des faits de dopage, naturellement, mais aussi et surtout une mission de prévention, d'éducation et de formation. C'est au titre de ces dernières missions que nous sommes présents aux Journées athlétiques scolaires depuis maintenant de nombreuses années, parce que nous estimons qu'il est très important que les jeunes, les plus jeunes même, puissent dès le départ avoir une attitude saine pour pratiquer plus tard un sport juste et équitable. Nous intervenons dans les écoles, naturellement, pratiquement auprès de toutes les classes d'âge. Depuis 2015, nous avons réussi à étendre notre action auprès précisément de quasiment toutes les classes d'âge. Nous participons à tous les événements auxquels les scolaires sont associés et nous avons surtout créé quelque chose de très original dans le cadre de l'enseignement pluridisciplinaire. Nous avons monté un module où se mélange un peu de théorie et beaucoup de pratique pendant les classes d'éducation physique et sportive. Nous avons été très étonnés. Par exemple, nous avons eu des séances à l'école des Révoirs auprès de jeunes enfants. Et nous avons été très très surpris de voir qu'ils connaissaient parfaitement le sujet. Pas seulement parce que certains ont des parents qui sont des sportifs reconnus en principauté, mais vraiment ils s'intéressent et on voit qu'ils suivent l'actualité du sport et que l'aspect du dopage ne leur est en rien étranger. Il est temps de recevoir notre invité du week-end et aujourd'hui, il s'agit du capitaine de l'équipe de Monaco de basket, Amara Si, bonjour. Bonjour. Alors Amara, mais aussi l'amiral. C'est vrai qu'au bureau, souvent, je vous appelle l'amiral quand on parle de vous. Je me suis posé la question en préparant l'entretien, je ne sais pas pourquoi. Là, c'est une question qui revient pose tout le temps. Ça revient souvent, surtout que je ne sais pas nager et je n'ai pas encore de bateau. Mais plus sérieusement, c'est un ami qui m'avait donné ce surnom-là à l'époque, c'était en 2003. Mais c'est par rapport à votre nom, Amara? Non, amiral, même pas. non, peut-être, mais il m'a donné ce nom-là parce qu'en fait, moi, je suis un joueur qui a l'habitude
de côtoyer les playgrounds et de participer à des tournois de rue. Et c'était la première édition du Quai 54. On va faire un petit peu de pub par la même occasion. Et il fallait trouver un surnom parce que c'est ça le truc, c'est que chaque joueur a un surnom floqué dans le dos. Et moi à l'époque j'en avais pas. Donc les maillots devaient partir au flocage, on avait l'équipe, on avait tout été bon sauf mon surnom. Donc tous les joueurs de l'équipe avaient le leur sauf moi. Et puis moi j'étais au téléphone avec lui la veille et il me dit mais t'as qu'à mettre l'amiral, mets l'amiral. Puis moi je me suis dit bon, mets l'amiral tu vois, mais je pensais pas que ça allait me suivre aussi longtemps et que ça au final je trouve que c'est un surnom qui me colle parce qu'on me le dit souvent. Donc, ça vous va? Ouais ça me va. Après, quelques années plus tard, je lui ai quand même demandé pourquoi il avait choisi l'amiral pour. Il n'en savait rien, il a complètement. Non, il m'a juste dit que c'était par rapport à mon charisme, au fait du fait que je sois un leader, par rapport à mon leadership. Donc il trouvait que ça m'allait bien. Donc moi, je trouve aussi que ça me va bien aujourd'hui. Quand on m'appelle l'amiral, ça ne me dérange pas. Au contraire, ça me fait plaisir aussi. Comment vous sentez-vous actuellement? Parce que vous êtes resté 8 mois à l'extérieur des parquets, vous avez été blessé. Vous êtes revenu il y a quelques jours, quelques semaines. Comment est-ce que vous vous sentez là maintenant? Écoutez, ça va très très bien, surtout mentalement. Pour quelqu'un qui fout de basket comme moi, ne pas jouer pendant 8 mois et de regarder ses coéquipiers sur le terrain, forcément, c'est une grande souffrance. Puis, surtout que le début de saison, en plus, il n'a pas été génial. Quand vous n'avez pas joué. C'était vraiment une énorme frustration de ne pas pouvoir aider ses coéquipiers, surtout qu'à l'époque, on était dans le dur. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Le ciel s'éclaircit, comme on dit. Et j'ai la chance de pouvoir participer à cette fin de saison pour essayer de conquérir ce titre qui nous échappe depuis peu. On va en parler. C'est dur justement de revenir à ce moment-là, c'est-à-dire vraiment de revenir dans le dur quand on essaye de gagner des places pour les playoffs, au début même de se qualifier pour les playoffs, de gagner des places. Maintenant pour les quarts, vous êtes rentré donc aussi pour les quarts de finale face à Limoges. C'est dur de rentrer après 8 mois de blessure dans le dur aussi, dans des matchs aussi complexes? C'est extrêmement compliqué. Mais après, moi, je suis quelqu'un on me connaît, j'adore les challenges. Déjà, dans un premier temps, de ne pas jouer pendant 8 mois et de revenir pour retrouver du rythme que ce soit à l'entraînement ou pendant les matchs, c'est compliqué. De deux, parce que j'arrivais dans une équipe qui tournait très bien aussi. Il faut retrouver les automatismes en pleine avec les bourre, joueurs. Donc il y avait un certain niveau d'exigence. Donc moi, j'ai pas eu de temps d'adaptation. Malgré le fait que j'ai pas joué pendant 8 mois, il fallait que je rattrape le wagon. Mais c'était pas le wagon d'un petit train qui tournait au charbon. C'était le vagabond d'un TGV. Hein. Ouais, c'est ça. Donc il fallait il faut encore que je m'accroche à ce wagon-là. Donc je sens que ça va de mieux en mieux par rapport aux sensations. Forcément, je ne suis pas à 100%, ça c'est sûr et certain. Je dois être à peut-être 70% de mes capacités. Mais bon, c'est quand même suffisant pour pouvoir aider l'équipe. Il y a des matchs où je joue 3 minutes. D'autres, je joue 15 minutes. Donc, ça va être progressif, selon ce qu'on me donne, moi j'essaie d'apporter mon expérience, ma maturité, ma sérénité pour aider l'équipe à décrocher ce titre. Et puis cet été, forcément, ça va être, l'été va être charnière pour la suite de ma carrière. Parce que forcément, il va falloir que je travaille d'arrache-pied pour arriver à la prochaine pré-saison au top. Avec Monaco toujours? Oui, bien sûr, mais je suis toujours sous contrat avec Monaco. Donc, c'est un objectif pour moi, de très bien terminer la saison et d'aider l'équipe à remporter ce titre. Comment vous expliquez, on va parler de cette saison-là, ce déclic qui s'est fait? C'est le changement d'entraîneur, Sasa Obradovic, qui a redonné, je sais pas, une force à l'équipe. Comment vous expliquez que le début a été difficile, changement d'entraîneur, et après ça cartonne, on est là pour l'instant en demi-finale du championnat de France? Dans tous les sports, ça arrive. Hein. Souvent, des fois, il y a un déclic quand il y a un changement d'entraîneur. Puis là, c'est pas n'importe qui arrive non plus. C'est quelqu'un qui a un gros palmarès, qui a l'habitude de gagner. C'était aussi le cas avec Filipovski.
Mais je pense que son erreur a été de ne pas s'adapter à notre championnat qui est quand même assez atypique. Parce que Sacha Filipowski, c'est quelqu'un qui a quand même un gros palmarès aussi et qui est reconnu dans le milieu pour être un très grand coach. Et j'ai aucun doute avec le fait que là où il entraînera l'année prochaine, il aura beaucoup de succès. Parce que c'est quelqu'un d'intelligent, donc je pense qu'il aura appris de cette saison, enfin demi-saison à Monaco. Et en ce qui concerne Obradovic, il a su ne pas reproduire les mêmes erreurs que Filipowski en s'adaptant au championnat parce que il a quand même suivi l'équipe avant de signer. Je ne pense pas qu'il ait signé comme ça du jour au lendemain. Ouais. Il a quand même s'est beaucoup renseigné au niveau des coachs, il a appelé des joueurs pour bien connaître les spécificités de notre championnat. Et puis pour l'instant, je dois dire que ça marche très très fort et on est bien content de l'avoir parce que c'est clair qu'on ne montre pas le même visage qu'il y a 5 mois par exemple. Quel est l'état d'esprit de l'équipe avant Dijon, justement, les demi-finales? Premier match samedi en fin d'après-midi, le deuxième toujours à Monaco lundi soir. Quel est l'état d'esprit là? On a hâte, hein, on a envie d'en découdre forcément. Vu la dynamique dans laquelle on est en ce moment, on ne veut pas s'arrêter. On veut continuer. Et, c'est très excitant. Dijon, c'est une équipe qui est vraiment atypique, qui a un système de jeu notamment défensif. C'est la meilleure défense, je crois, en plus du championnat. Sûrement. Ouais. Mais en tout cas, cette équipe de la JDA fait toujours partie des meilleures des défenses de notre championnat. Donc cette année, il n'y a pas de surprise. Donc on sait à quoi s'attendre. Au match aller à la maison, ça a été compliqué, mais on l'a quand même gagné. Et à Dijon, j'y étais pas, mais j'ai regardé le match à la télé. Ça avait été très 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 compliqué pour nous. On s'est fait marcher dessus tout le match et on a eu cette force de caractère. On a su redresser la tête et repartir sur une deuxième mi-temps qui a été beaucoup plus productive. Et on l'a arraché le match sur les dernières secondes. Donc ne pas se faire peur sur ces playoffs parce que je pense qu'ils vont venir dans l'objectif d'arracher au moins une victoire à Monaco pour avoir la chance de terminer le boulot chez eux. Donc nous, dans un premier temps, il faut qu'on fasse le taf à la maison et puis après, pourquoi pas essayer d'arracher une victoire à Dijon. Amarassi, merci d'avoir répondu à mes questions. Je le rappelle, donc les playoffs, les demi-finales face à Dijon. Le premier qui gagne 3 matchs passe en finale. Il va y avoir 2 matchs à domicile, les 2 premiers, samedi 18h30, lundi 20h45. Venez nombreux. En attendant, on passe à la météo. Du côté de la météo, le temps sera généralement ensoleillé tout au long de la semaine. Ce week-end, le soleil sera donc au rendez-vous et une légère brise soufflera samedi. Pour le reste de la semaine, les prévisions du temps à Monaco sont assez stables. Au programme, de beaux instants ensoleillés accompagnés de quelques passages nuageux. Les températures oscilleront entre 15 et 22 degrés. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. À très bientôt. Au revoir.